Mon nom est Jean-Pierre Gauvreau et je fais de la recherche en joaillerie contemporaine. Ça a commencé à l'adolescence. J'ai commencé à faire des bijoux au sortir de l'adolescence, on est au cégep, on se met à faire des bijoux qui ressemblent un petit peu à ce que les hippies portent en Californie, parce que j'avais un contact qui m'a permis d'apprendre les méthodes, les techniques, et rapidement, tu te rends compte que tu aimes ça. Alors, de fil en aiguille, tu rencontres quelqu'un qui te dit « tu peux aller suivre d'un cours ». Il n'y avait pas vraiment de formation. Donc, c'est à force de se renseigner, à force d'avoir des contacts, c'est là que tu développes le désir d'en faire. Et un coup, tu as développé le désir d'en faire, là, tu rentres à 2 pieds joints dedans et c'est là que ça se développe. Quand on sort de l'école, il faut dire que la formation n'existait pas vraiment. C'était plus un atelier, des gens qui ouvraient leur atelier pour donner une formation de base et un petit peu plus poussée, parce qu'on faisait quand même affaire avec des maîtres européens. Mais un coup qu'on sort, c'est là qu'on décide d'exercer le métier. On l'exerce de quelle façon? C'est propre à chaque personne. Moi, j'ai été influencé par ce qui se faisait en Finlande. Tous les Scandinaves avaient une approche très sculpturale des bijoux. Donc, on pouvait avoir une bague avec des petits personnages qui se promenaient. Moi, ça me fascinait de voir ces micro-sculptures-là et se dire, OK, on peut faire ça, quelqu'un peut le porter. Et moi, j'ai embarqué dans cette idée-là, de pouvoir créer des objets, des micro-sculptures qu'on pouvait transporter avec soi. Donc, c'est vraiment propre à chacun. Moi, de mon côté, j'ai décidé d'aller dans le contemporain et de ne pas me soucier des techniques traditionnelles de bijouterie. Je suis sorti de ce cadre-là rapidement. C'est pour ça que j'ai pu continuer à développer d'année en année et de collection en collection, de développer toujours des nouvelles idées. J'aime ça. C'est ce qui me plaît. La passion du travail manuel vient avec l'expérience. C'est sûr qu'au début, lorsqu'on fait l'apprentissage, c'est très basique. Tu apprends à utiliser les outils, les limes, les scies. Mais c'est quand tu te rends compte à quel point tu es capable de faire des choses précises, de faire des assemblages, d'amener ton désir, ta pensée dans des objets physiques, c'est là que la passion se développe. Et il y a des gens qui ne développeront jamais de passion peut-être. Moi, je l'ai développé parce que, justement, je m'éclatais à chaque petit geste. C'est là-dessus que s'est basée toute ma carrière, le plaisir de travailler. On passe ça comment, le bijou? Ça va dépendre toujours de si on travaille pour soi ou pour quelqu'un d'autre. Si je travaille pour quelqu'un d'autre, je rencontre les clients, ils ont des idées, on partage, puis on le fait. Jusque-là, c'est simple. Mais quand on part pour soi-même, là, c'est beaucoup plus long que ça. Parce que si je fais un bijou pour moi-même, j'en fais pas un pour moi. J'en fais plusieurs. C'est une collection. Donc, il faut développer en partant un concept, une idée. Là, on rentre dans le langage. C'est-à-dire qu'on veut savoir qu'est-ce qu'on veut exprimer, comment on veut l'exprimer, qu'est-ce qu'on veut avoir comme effet. Ça se définit en mots. Un coup qu'on l'a défini en mots, on peut le mettre sur papier. Un coup qu'on l'a sur papier, on développe toutes nos idées. Et ensuite de ça, on rentre dans le métal, ou dans l'acier, ou dans différents matériaux. Si, mettons, je veux quelque chose qui va être rassurant, je veux créer une atmosphère avec mon bijou qui va faire en sorte que tu vas avoir le goût de te rapprocher de l'objet. Comment on va faire ça? On va dire, on va ajouter une petite touche de mystère. L'œil va percevoir une vibration dans l'objet qu'il ne percevrait pas ailleurs. C'est quoi le truc? On va mettre un petit peu d'argent fin dans l'or. Notre or va perdre de sa couleur jaune et il va développer un petit côté verdâtre. Déjà, en partant, l'œil est habitué de voir de l'or d'une couleur précise. Et là, tout d'un coup, quelle est cette petite vibration-là qu'on perçoit, mais qu'on ne parvient pas? Alors, on va s'approcher, on va dire, c'est quoi cet objet-là? On va le prendre, on va dire, ah, il semble qu'il y a de quoi de pas correct, de nouveau. Puis c'est ce petit côté-là qui va faire en sorte qu'on va développer une idée. C'est sûr que là, c'est la construction de tout l'objet. Là, à ce moment-là, c'est la construction. Donc,
On y va pièce par pièce. Donc, on veut avoir la structure de base. Bien, si on prend une bague, c'est un anneau. L'anneau, il est-tu rond, il est-tu carré? On se définit toujours comme une espèce de carré de sable. Les paramètres, les contraintes. Est-ce qu'on veut que cette bague-là puisse être portée facilement, régulièrement? C'est quoi, ça va être quoi sa fonction? Est-ce que c'est une bague de sortie? C'est une bague cocktail? Une bague de fiançailles? Tous ces éléments-là font en sorte qu'on ajoute ou qu'on enlève des points. Mais en gros, c'est une construction physique. On va ajouter des éléments ou on va en enlever. Ma relation avec les matériaux se définit par rapport à ce que je veux faire avec. Il y a des matériaux qui sont plus propices à faire des bijoux luxueux, par exemple, ou un bijou qui est plus significatif. On va utiliser de l'or, c'est plus précieux, ça démarque vraiment la volonté de faire un statement. Si on veut affirmer, si on fait une demande en mariage, c'est bien, mais si tu veux que la fille qui est devant toi vive avec toi toute sa vie, fais donc pas ça avec un petit joint d'aluminium. Soyons un petit peu plus respectueux de ce qu'on va avoir en retour. Si on veut faire une sculpture, ben pourquoi pas du bronze? On coule du bronze depuis l'Antiquité. On peut faire ça en étain, en aluminium, en plastique, en résine, en plâtre, mais le bronze, ça demeure du bronze. Et quand la personne reçoit un trophée en bronze, ben, on le voit quand ils reçoivent le Félix, il est pesant, il pèse 7 livres, 8 livres, je pense. Et on a, j'ai travaillé fort, je l'ai, je suis fier de moi. Alors que si tu leur donnes une petite plaquette en envie de graver, bon, c'est bien, ça coûte 15$, mais tu mets ça à quelque part. Je dirais qu'il y a un caractère précieux du bronze, l'or, l'argent, le bronze. Aux Olympiques, c'est ça. Alors, le bronze, ben, ça va pour les sculptures. L'argent, c'est un matériau qui coûte pas cher, donc on peut en mettre tout plein quand on fait du bijou d'expression. On peut faire vraiment des masses et des masses de bijoux et ça nous coûte, bon, tout est relatif, là, mais ça coûte moins cher que de l'or, plus cher que de l'étain. C'est un choix, c'est selon ce qu'on veut faire avec. Là. L'autogérance, la drive personnelle, c'est toujours bon d'avoir quelqu'un en arrière qui va te botter le derrière pour te dire, écoute, là, tu pourrais-tu comme juste rester sur la bonne track, là, il y a des fois, moi, je peux partir du jour au lendemain sur un autre style et ben, je me fais dire des fois par mes proches, par mes clients, dire, hey, raison là-dessus, c'était bon ça, là, colle là-dessus, fais un petit peu de l'autre, mais colle là-dessus, c'est bon. Là, ou c'est de la discipline. Toujours le fameux principe du travailleur autonome. T'as rien fait, un travailleur autonome, il se lève le matin, il commence à 9 h le matin, il finit à 5-6 h le soir. Ça, c'est une discipline qui est induite, qu'on acquiert avec le temps, parce que dans le fond, c'est un gagne-pain. Mais s'il fait beau après-midi, peut-être que je vais avoir le goût de m'aller sur le balcon prendre un café. Je vais finir plus tard ce soir, c'est tout. J'avais un projet il y a quelques années de faire un économusée de la joaillerie. Le projet n'a pas vu le jour, c'est triste parce qu'on était presque ficelé au niveau du budget, au niveau des concepts, mais ça aurait été un lieu d'exposition consacré aux bijoux contemporains. Et vraiment contemporain, dans la mesure où il y aurait eu en plein centre un centre de documentation. Et en plein milieu de la centre de documentation, c'est quoi? C'est une imprimante 3D. Et là, on se met en réseau avec tous les joailliers qui sont dans le monde et qui font du 3D pour pouvoir recevoir des fichiers 3D et imprimer ce qui se fait de plus hot en Hollande présentement. On aurait pu avoir ça dans notre musée. De ce qui se fait, les Néo-Zélandais font des affaires absolument capotées. Il y a, à l'extérieur du Québec, beaucoup de bons bijoutiers. Et je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de bons bijoutiers au Québec parce que notre joaillerie est extrêmement forte au Québec. La joaillerie contemporaine, actuellement, est en croissance assez surprenante au Québec. Premièrement, il y a de la formation qui se fait depuis 40 ans. Donc, on est rendu à la deuxième, troisième génération de formateurs qui créent des petites œuvres.
Mais bien sûr, il y en a plusieurs qui font ce qu'on appelle un chef-d'œuvre. Donc, quand on demande à nos étudiants de faire un chef-d'œuvre, là, ils vont faire un gros collier. Mais quand l'œuvre fait 1,5 pied ou 3 pieds, ou carrément, on doit rentrer dans le bijou, parce que ça existe, des bijoux dans lesquels il faut pénétrer pour le porter, bien pourquoi pas? C'est peut-être, on va dire, à l'extrême. Oui, mais quand on regarde les robes sur les tapis rouges, des fois, il y a de l'extrême aussi. Donc, c'est sûr qu'un créateur peut créer une petite pièce et pouvoir en faire un développé, si on veut. Moi, c'est ce que je fais quand je fais mes micro-sculptures, mes trophées. C'est toujours des petites pièces, mais qui sont fait. Mais on part de petits. Je dirais fondamentalement que mon bijou est axé sur le plaisir. Et le plaisir, ça peut provenir de différentes sources. Le plaisir, ça vient des sens. C'est le regard, c'est l'ouïe, c'est l'odorat, c'est le tactile. Si vous touchez à mes bijoux, vous allez avoir une sensation. Et c'est une sensation qui est recherchée. Dans le sens que je veux, si par exemple, si je veux avoir jouer avec une répulsion, je veux que la texture, pas nécessairement qu'on se blesse, mais qu'on ait l'impression qu'on va se blesser. Je vais donner un exemple. À un moment donné, on m'a demandé de faire un pendentif avec une dent de requin. Jusqu'à date, là, c'est simple, on va faire un truc, ça va se suspendre. Mais non, j'ai mis la dent de requin dans une cage. Parce que les gens qui vont en Floride, qui se font descendre dans la cage, ils vont agacer le requin, puis ils reviennent, puis s'achètent une dent de requin, puis ils sont tous fiers. Mais dans le fond, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la dent de requin dans une cage en or, et il y avait une ouverture en dessous. Et là, tu peux juste aller avec ton doigt. Si tu presses, tu te piques. Si tu ne presses pas, tu ne te piques pas. Alors, c'est l'accès au danger, l'accès au risque, tout en étant protégé. C'est ce jeu-là que j'avais mis en relief pour ce client-là particulier. Même chose, si je fais mes bijoux, c'est évident qu'il y a des différences de texture. Je veux qu'on sente la douceur, je veux qu'on sente le côté rugueux, je veux qu'on perçoive toutes ces interrelations-là. Donc, tout ce qui est sensoriel autour du bijou, c'est ce que j'essaie d'exprimer. Il y a aussi une part de plaisir avec le client ou de plaisir avec la matière. C'est ça que j'essaie de mettre. C'est évident que c'est pas un jouet que je fabrique, mais je veux qu'il y ait du plaisir à travers ce que je propose aux gens. On peut aimer, on peut ne pas aimer, mais à quelque part, s'il y a une réaction, c'est ce qu'on recherche. Avant tout, hein?